un bon radiologiste, Ouais. je pense qu'il va être extrêmement content de te voir pour pouvoir leur délivrer tous les secrets de l'imagerie de l'endométriose. Et Je vais personnellement, essayer. d'un point de vue pratique, de la gestion quotidienne des cas difficiles des femmes qui ont une endométriose, avoir un radiologue comme un Elodie Millicher change complètement la pratique du quotidien. Parce que faire le diagnostic phénotypique n'est plus un problème. Et la seule chose qui est vraiment utile de la prise en charge des patientes, c'est avoir ce phénotype. Savoir s'il y a une adénomiose ou pas, savoir s'il y a une atteinte digestive, est-ce que c'est un il n'y a pas d'atteinte digestive et c'est juste une petite lésion profonde. Est-ce que c'est un gros nodule? Tout change pour la prise en charge, en fait. Merci beaucoup, Anne-Élodie. Non, tu Oh n'en as non, pas je besoin. préfère. Bon, bah, bonjour à tous. Bah, c'est toujours un honneur de venir faire course et je vois que vous êtes de plus en plus nombreux. Alors, effectivement, l'imagerie et le diagnostic, c'est très important. Je pense que vous faites tous des échographies. Qui fait des échographies dans la salle? Voilà, la majorité, hein, Danger, ça, c'est- danger, danger. c'est votre outil de travail, c'est la continuité de votre examen clinique et je pense qu'en ligne, tout le monde fait à peu près pareil. Et donc, vous allez voir que, en fait, sur une échographie assez classique, on peut voir pas mal de choses. Alors, je commence par cette jeune femme. C'est un cas il y a un mois à peu près. Elle a 39 ans. Elle a déjà un enfant de 11 ans. Et puis, elle essaie d'avoir un deuxième enfant avec le même compagnon longtemps après. Mais bon, c'est comme ça. Et depuis un an, elle n'y arrive pas. Et puis, bah, elle est énervée parce qu'elle dit, moi, je comprends pas. Je suis tombée enceinte tout de suite. Et pour le premier. Et puis là, j'arrive plus, etc. Bref. Et en fait, on nous l'adresse pour des règles abondantes et avec la suspicion de fibrome sur l'échographie qui a été faite en première intention. Donc, on va passer rapidement. L'objectif de cet examen, c'est juste de vous montrer que sur une échographie qu'on fait tous les jours, on peut voir des choses. Donc, moi, je commence toujours par la voie suspubienne parce que j'aime bien regarder l'abdomen et vérifier qu'il n'y ait pas des grosses masses qui dépassent au-delà du pelvis. Je regarde les reins pour vérifier qu'il n'y ait pas d'urétérohydronéphrose et on passe par voie endovaginale. Alors, je suis désolée, les images, elles vont être montrées avec en fait l'avant en avant, là, l'arrière qui est ici, le haut qui est ici et la sonde qui est là. Parce que nous, les radiologues, on travaille en coupe anatomique comme les IRM. Et je sais que beaucoup d'entre vous, vous êtes habitués à travailler dans l'autre sens. Mais c'est pas grave, on peut quand même comprendre les images. Donc, on retrouve des petits fibromes que vous voyez, qui ont une composante donc intramuqueuse. On mesure le mur postérieur. Et puis, quand on regarde cet utérus, vous voyez que d'emblée, ce qui peut nous marquer un peu, c'est qu'il est parti pour être antéversé, antéfléchi, mais vous voyez qu'il est antéversé. Et puis là, c'est comme si la muqueuse, le corps utérin, allait vers l'arrière. Donc quand vous avez une image comme ça, d'emblée, posez-vous la question, est-ce qu'il n'y a pas des adhérences derrière? Ça doit vous interloquer, ça n'est pas une présentation normale. Donc on continue, et puis qu'est-ce qui est frappant ici sur cette image? L'utérus est là, l'ovaire est là, il est assez haut situé, il est collé au corps utérin. Donc ça aussi, c'est pas complètement banal. Tiens, vous lui dites vous avez mal pendant les règles, etc. Elle vous dit non, pas particulièrement, j'ai pas plus mal que ça. On regarde l'ovaire droit, donc bien sûr vous faites votre comptage folliculaire, etc. Il n'y a pas de kyste sur les ovaires. Vous regardez tout comme il faut et puis on va attaquer le compartiment sous-péritonéal postérieur. Alors, on va le revoir en détail, mais voilà à quoi ressemblent des lésions profondes d'endométriose. C'est comme ça, hypoécogène, très fibreux, c'est des espèces de magma comme ça qui sont à contours irréguliers. Parce qu'en fait, cette patiente, elle a une endométriose profonde importante avec même une infiltration digestive, puisqu'on voit ici cette forme hypoécogène qui est dans la paroi antérieure du rectum. Vous voyez que la paroi antérieure normale est comme ça, elle a une infiltration digestive. Donc, on est sur une endométriose qui d'emblée est importante. Et puis, quand on regarde bien les ovaires, et là encore, je vous invite, dans ces pelvis adhérentiels, c'est jamais facile, mais à bien sortir de l'ovaire quand vous faites le comptage, mais quand vous explorez. Pourquoi? Parce que cette dame, quand on regarde bien autour de l'ovaire, en fait, elle a une formation oblongue, là, écogène, comme ça, et qui était un hématosalpinx gauche.
Donc, vous voyez que d'une échographie qu'on a faite rapidement dans une consultation, on a vu des fibromes. Tiens, il y a une ménométrorragie, vous avez des fibromes, on va vous les enlever, ça va aller mieux. En fait, c'est plus complexe que ça. Et cette patiente qui n'avait pas de douleur particulière, ben, en fait, elle a une endométriose avec ses hématosalpinx qui va tout changer. Donc, l'endométriose, quand on fait l'imagerie, d'emblée, on va savoir que le parcours va être complexe et qu'il va y avoir des localisations partout. Et notamment, à chaque fois, on dit qu'on est un peu le GPS du chirurgien quand il opère, ou même du bilan global, puisque effectivement, bah, l'endométriose, elle va être ramenée et drainée par le liquide péritonéal dans un flux comme ça, horaire, et qui va drainer les petites cellules du péritoine au niveau du mésosigmoïde, au niveau de la région iléosécale, dans la gouttière pariétocolique droite et jusqu'à l'espace interhépatodiaphragmatique. Donc, ces lésions, elles sont multifocales. Ça, c'est la base de l'endométriose. Ça, c'est un papier récent qui est très intéressant. Vous avez probablement tous lu, on vous en a parlé. C'est la prévalence d'endométriose, quels que soient les phénotypes, chez les patientes infertiles. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que dans une population, alors ils avaient retrouvé, je crois qu'il y a une population de 1000 et quelques patientes, ou non, je ne sais plus. En tout cas, ils en retrouvent 200, combien 260 qui ont de l'endométriose sur une grosse population qui fait une échographie dans le cadre d'une infertilité. Vous voyez qu'on retrouve une prévalence de 20% d'endométriose en tout, des endométriomes dans 10%, de l'endométriose profonde 17%, et quand on interroge ces patientes, quasiment 80% n'avaient pas d'idée sur le fait qu'elles avaient de l'endométriose. C'est le gros piège. En fait, on parle beaucoup d'endométriose dans les règles douloureuses, mais il y a énormément d'endométriose qui sont peu symptomatiques et qu'on trouve dans la population que vous voyez vous, c'est-à-dire les patientes infertiles. Donc, quand on fait une exploration, vous voyez prévalence 20%, dans d'autres populations, on a 40-50% d'endométriose dans les infertilités inexpliquées. C'est vraiment capital d'avoir ça en tête et de faire une exploration correcte. Alors, grosso modo, pour l'endométriose, on a deux types d'imagerie, donc l'écho, que vous connaissez bien sûr par voie endovaginale. Hein. Faire une exploration d'endométriose quand on regarde juste par le ventre, bah, c'est clairement insuffisant. Et puis l'IRM. Alors, on va regarder les différents items qui devront apparaître dans votre compte-rendu, à savoir l'adénomiose, la présence d'endométriome, la présence d'endométriose profonde, est-ce qu'il y a une infiltration digestive ou pas, et est-ce qu'il y a d'autres localisations éventuellement au-delà du pelvis. Donc l'adénomiose, c'est la première chose. Mathilde vous en reparlera, vous en avez probablement déjà beaucoup entendu parler. C'est une entité qu'on retrouve de plus en plus dans les problèmes d'infertilité et de douleur. On voit que là encore, c'est un article récent dans l'UOG qui est paru en 2023 qui montre une prévalence d'adénomiose de 10% chez les patientes infertiles. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on voit que 10% coexistent avec des fibromes, 18% coexistent avec de l'endométriose et 17% avec de l'endométriose et des fibromes. Donc, on voit là encore que l'adénomiose n'est pas anodine et notamment, elle est suffisamment importante pour que ça apparaisse dans vos comptes rendus. Il faut se poser la question, est-ce que cette patiente a de l'adénomiose ou pas? Alors, on a, au fur et à mesure des années, essayé de préciser la sémiologie de l'adénomiose avec des signes directs et des signes indirects. Vous savez qu'avaient été mis en place les critères MUSA en 2015, qui avaient essayé de répertorier tous les signes qu'on pouvait trouver dans l'adénomiose, qui étaient donc l'aspect globuleux global, la symétrie des berges myométriales, les petits implants sous-endométriaux, etc. Et puis, on se disait, ben, plus il y a de signes comme ça, et plus il y a de chances qu'il y ait de l'adénomiose. Et plus récemment, puisque là, c'est l'année dernière, fin d'année dernière, ce même groupe, MUSA, a travaillé pour essayer comment dirais-je, spécifier comment ça s'appelle, la pertinence des différents signes. Et ils ont vu qu'il serait bien
maintenant de différencier les signes directs d'adénomiose, c'est-à-dire ceux que vous voyez en fait en hystéroscopie, qui font partie vraiment du diagnostic histologique, à savoir la présence de kystes dans le myomètre, de lésions hyperéchogènes et de lésions anéchogènes sous-endométriales comme ça qui font des petits bourgeons. Ça, c'est les signes directs et c'est probablement ceux qui sont les plus pertinents pour le diagnostic d'adénomiose quand on corrèle avec l'histologie. Les signes indirects, c'est ceux qui, en fait, sont issus des premiers signes directs, mais dans une probablement importance plus significative. C'est-à-dire qu'on a un utérus qui est atténuant, comme ça, qui prend un aspect zébré, un utérus globuleux, et puis une zone jonctionnelle irrégulière. Alors d'emblée, la zone jonctionnelle, et là, la littérature récente le dit bien, on ne peut en parler que si on fait du 3D. Si on ne fait pas de reconstruction 3D, on ne peut pas parler de la zone jonctionnelle parce qu'elle n'est pas matérialisée en 2D. En fait, c'est probablement l'interface, donc c'est l'archimyométrium qui apparaît et on ne le voit vraiment qu'en 3D. Ça n'est pas la même zone jonctionnelle qu'en IRM et la corrélation histologique est dure à mettre en évidence. C'est vraiment très particulier la zone jonctionnelle. Alors, quand on reprend les signes un par un, je vous ai juste grossi, en fait, c'est pour que vous ayez bien notion à quoi ça ressemble. Voilà les implants anéchogènes et hyperéchogènes. Hein. C'est du stroma à la fois glandulaire et kystique qui est lié donc à l'invasion des cellules endométrioles dans le myomètre. C'est donc cet aspect qui va finir par atténuer les ultrasons et donner un aspect zébré, comme ça c'est typique d'adénomiose. Hein. Quand il y a ça, on est sûr qu'il y a une adénomiose importante. Et puis après, on va essayer de localiser au mieux cette adénomiose. Là encore, en échographie, c'est jamais très facile d'arriver à localiser, à part quand c'est des zones qui sont focalisées comme ça et qui parfois même prennent l'aspect d'adénomium. Alors là, il y a vraiment un enjeu diagnostique qui est que le diagnostic différentiel des adénomiomes, c'est quoi? Le myome. Et que opérer un adénomiome et un myome, c'est pas du tout pareil. Je ne sais pas si vous avez déjà été confronté à ça, bon moi non plus, mais en tout cas, les chirurgiens disent que c'est très hémorragique, etc. Donc ils ont besoin d'être prévenus. Et puis on va aussi différencier l'adénomiose focalisée, qui est celle-ci et qui probablement provient d'un processus extrinsèque à l'utérus. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément les cellules de l'endomètre qui vont dans le myomètre, mais c'est possiblement, et ça peut être mixte, hein, des cellules qui viennent du cul-de-sac de Douglas, du sous-péritoine et qui vont aller infiltrer le myomètre. Alors, vous voyez qu'il y a tout un tas de classifications. Ce n'est pas la peine forcément d'aller dans ces hyper-précisions, mais il faut se donner l'exigence de la sémiologie stricte. Toute la question va être d'arriver à définir un stade d'adénomiose. Et ça, on n'y est pas encore, parce que, encore une fois, on n'a pas de lésion vraiment objective. Je vous parlais de la zone jonctionnelle et la reconstruction coronale 3D, ben voilà. Et quand on a un aspect irrégulier comme ça, hérissé un peu de la zone jonctionnelle, eh bien, on peut parler effectivement d'irrégularité et d'adénomiose. L'IRM fait le diagnostic d'adénomiose aussi, et peut-être que par extension, on sera amené aussi à parler des signes directs et indirects de l'adénomiose à l'IRM. Dans les premières définitions, elles reposaient surtout sur l'épaississement de cette zone jonctionnelle. La zone jonctionnelle là, c'est cette bande noire que l'on voit là, et qui est très noire. Pourquoi? Parce qu'elle est très riche en myocytes. On a un milieu extracellulaire qui est pauvre, et du coup, l'utérus, en fait, c'est là probablement que naissent les contractions utérines. Et en mesurant cette zone jonctionnelle, et on a des critères, quand elle est trop épaisse, avec un ratio supérieur à 40%, eh ben, on peut parler d'adénomiose. Et l'association des différents critères va augmenter la pertinence diagnostique. Mais là encore, de plus en plus, on est amené à parler de signes directs et indirects, ce que je vous disais. Et par exemple, cette jeune femme, elle venait dans un contexte d'hypofertilité. Ah, on voit pas. Le seul truc, c'est qu'en fait, tout est décalé. Je sais pas pourquoi, tu vois, j'ai pas mon image. Et du coup, où je montre, tu vois? En fait, tu pointes sur l'écran, mais avec le pointeur du bas. Ah d'accord, là, ça marche là. Voilà. D'accord, pardon, Comme ça, ils le excuse-moi. voient en 17. D'accord, ok, ça marche. Donc, vous voyez que cette jeune femme, elle venait dans un contexte d'hypofertilité.
sans être vraiment très symptomatique, si ce n'est qu'elle vous dit, moi j'ai remarqué quand même une évolution, c'est que j'ai des règles avec des caillots maintenant, alors que j'en avais pas. Et vous voyez que quand on regarde ce que je vous parlais de la zone jonctionnelle, c'est la bande noire qui est là, mais surtout, on a ces petits hypersignaux comme ça, diffus, qui sont des signes d'implantation glandulo-kystique dans cette zone jonctionnelle. Et probablement, et on va aller de plus en plus, à mon avis, vers ça, c'est ça qui va vraiment faire le diagnostic d'adénomiose, c'est les signes directs qui traduisent le processus histologique dont on parlait. Alors, vous allez me dire, bon, bah alors moi, pour l'adénomiose, qu'est-ce que je demande? L'IRM, l'écho, qu'est-ce que je fais? Alors, l'échographie, je vous ai dit qu'on avait des signes quand même qui nous permettent de faire le diagnostic, mais c'est bien sûr l'IRM qui va probablement être un peu plus objective, et notamment en mesurant cette zone jonctionnelle, en regardant ces implants dans le myomètre. Mais comme je vous ai dit, si vous vous en tenez aux critères MUSA dans l'échographie, vous allez être de plus en plus pertinent pour le diagnostic d'adénomiose. Donc après, les conséquences, Pietro, Mathilde, Chloé, vous les expliqueront, mais il faut absolument que ça arrive dans le compte-rendu. Et j'en profite pour dire qu'il ne faut plus mettre dans les comptes rendus utérus fibromateux. Voilà. Ça, en fait, ça ne veut rien dire, ça n'apporte rien. Soit il y a des fibromes et vous les décrivez, soit il y a de l'adénomiose et vous décrivez et vous dites qu'il y a de l'adénomiose. Fibromateux, c'est avant quand ils avaient des sondes qui n'étaient pas du tout optimales et qui voyaient un gros utérus, ils disaient ouais, peut-être des fibromes, etc. Non, nous, il faut qu'on donne un diagnostic précis. Les kystes endométriosiques, c'est ce qu'on connaît tous le mieux. Et c'est ça, très souvent, qui est la partie émergée de l'iceberg et qui va nous faire le diagnostic d'endométriose. Donc, c'est cette formation écogène. Alors, vous voyez que là, je percute cette formation. Pourquoi? Parce que vous voyez que quand on bouge à l'intérieur, bah, ça ne bouge pas, en fait. On voit que c'est une espèce de densité importante, hein, parce que c'est du sang frais. Et vous voyez qu'à l'intérieur, eh ben, c'est très dense. Très souvent, il peut y avoir un petit niveau, vous voyez le niveau là, qui est donc du sang frais et du sang pluvieux. Et quand on regarde bien, je vous parlais de la plurifocalité, est-ce qu'il y a autre chose sur cette image-là? Il y en a un autre, hein. Il y a un autre adénomiome, il y a un autre endométriome. Donc là, si on hésite entre un kyste hémorragique lutéal ou un endométriome, ben, je vous ai dit vous percutez. Là, vous voyez que c'est très dense et en plus, il y en a un deuxième qui est du même côté. Ça, c'est un diagnostic qui est assez facile à faire à l'échographie, bien que parfois, on ait quand même diagnostic différentiel. C'est quoi le diagnostic différentiel majeur de l'endométriome? Je vous l'ai dit déjà. Le corps jaune hémorragique, hein, le kyste lutéal hémorragique et le... Alors l'abcès, c'est un contexte un peu particulier, etc. Mais c'est vrai que ça peut effectivement être un diagnostic différentiel. Le kyste dermoïde, voilà, exactement. Cette patiente, à chaque fois je raconte des petites histoires, mais cette patiente, elle était suivie depuis 2 ans pour endométriose, décapeptile, etc. Mais elle n'avait pas particulièrement mal, jusqu'à ce qu'on se penche un jour un peu plus. Et le problème aussi, c'est ça, c'est que le professeur Sarnaki à Necker, quand j'étais interne, m'a dit « il ne faut jamais marcher dans les chaussons des autres ». Et c'est un peu vrai. C'est-à-dire que très souvent, quand on a un compte-rendu d'écho, on a envie de trouver la même chose que l'autre. Parce qu'il va falloir justifier. Ben en fait, non, ce n'est pas une bonne attitude. Il faut toujours un peu remettre en cause ce qui a été vu, même ce que vous avez vu. Et là, notamment cette dame, ben, quand on regarde plus particulièrement, on voit que le kyste, il est échogène, effectivement. Il est assez dense quand on le percute, mais quand on regarde bien, vous voyez qu'il y a des espèces de structures un peu linéaires là. Bon, en fait, j'arrive pas à bien... Vous voyez ou pas? Ces formations hyper échogènes linéaires, quand vous trouvez ça, il faut vous poser une question. C'est sûr que ce n'est pas typique des endométriomes. C'est souvent des fanères, des ongles, des cheveux, c'est ça qui donne cet aspect-là. Et puis, en fait, quand on regarde bien, bah, vous voyez qu'il y a une zone hyper échogène avec même un cône d'ombre d'atténuation. Rappelez-vous aussi que l'endométriome, il n'atténue pas les ultrasons. Il renforce les ultrasons. C'est du liquide. Donc, derrière, on a un renforcement et on n'a pas de cône d'ombre derrière un endométriome. Et ça avait été visualisé et confirmé à l'IRM où on avait effectivement un aspect typique de kyste dermoïde. Alors en IRM, là aussi, très souvent, ça nous conforte parce qu'on a un aspect assez typique d'endométriome à l'IRM qui est ce qu'on appelle le shading sign, l'aspect un peu grisé comme ça, et un aspect très blanc sur les images sans et avec FATSAT.
Donc ça, c'est l'endométriome. Mais là encore, ce que je vous disais, et vous le savez, hein, dans tous ces cours du DU, il y a l'ovaire, mais il y a la trompe. Et là aussi, c'est un enjeu important. On se trompe encore beaucoup sur les pathologies de la trompe. Est-ce qu'il y a un hydrosalpinx ou pas? Chaque fois, désespérément, Pietro me demande 3 fois la question, est-ce qu'il y a un hydrosalpinx ou pas? Parce que ça va changer toute sa conduite à tenir. Elle vous regarde, la patiente, comme ça, en disant, alors j'en ai un, j'en ai pas, j'en ai un, j'en ai pas. Et en fait, c'est hyper difficile. Non, mais c'est vrai, hein, ça. Et donc, du coup, ça nécessite d'abord d'avoir l'habitude d'aller regarder systématiquement les trompes. Vous savez que les trompes normales en écho, normalement, on ne les voit pas. Quand elles commencent à être un peu épaissies, etc., bon. Et puis, il faut aller mobiliser l'annexe. À chaque fois, j'insiste, mais avec votre autre main, là. On la met sur le clavier la plupart du temps pour écrire. En fait, personne ne regarde nos écritures, hein. Mais par contre, ce qui est hyper important, c'est d'aller bien abaisser l'annexe vers la sonde pour essayer de la mobiliser et de voir des adhérences. Et vous voyez que là, cet ovaire, j'ai du mal à le bouger. Il est collé à la trompe et ça, c'est pas bon. Déjà, quand la trompe est épaissie et tout tourné autour, et parfois, vous allez voir une petite zone de rétention. Toujours dans ce processus d'adhérence, et ça maintenant ça a été bien publié, là aussi, bon on voit pas très bien, là c'est un peu noir, je vais passer, mais il y a ce qu'on appelle le sliding sign. Le sliding sign positif, c'est à gauche, c'est un utérus normal. Vous voyez que quand je le bouge, en fait, il coulisse très bien avec le rectum en arrière. On a un plan de séparation qui nous montre que même si elle a de l'endométriose, cette patiente, elle n'a pas de symphyse du cul-de-sac de Douglas. Alors que de l'autre côté, vous voyez qu'ici, quand je bouge l'utérus, eh ben, en fait, il reste coincé derrière avec une espèce de masse là qu'on voit, qui est en fait un nodule digestif. Là aussi, vous le reconnaissez parce qu'il est hypoécogène et que tout est collé en fait. À chaque fois que vous bougez, tout est collé. On parlait du salpinx. Cette patiente, elle avait été envoyée pour exploration de kystes ovariens. D'emblée, qu'est-ce qui vous marque là quand vous voyez ça? Les roues dentées, exactement. Les roues dentées, attention, un kyste, on l'avait envoyé pour projection, pour kyste avec végétation. Ça, c'est probablement parce qu'on a vu un truc, on s'est arrêté, on a pris l'image, on a dit kyste avec végétation. Non, c'est une exploration dynamique. Il faut vraiment à chaque fois penser à ça. Et donc, du coup, vous allez bouger Vous allez bouger là, ça marche pas, je crois que parce que c'est un film normalement. Bon, c'est pas grave. En fait, vous allez bouger la sonde et tourner autour de la structure. Et si le film marchait, il a peut-être marché. Désolé, il me met. Bon. Eh ben, on voit normalement que cette formation, elle ne reste pas stagnante, mais en fait, elle va s'étaler et donner une image allongée. Alors, concernant l'endométriose superficielle, donc ça, c'est un bien grand mot. En fait, les petites formations comme ça bleutées, on aimerait bien réussir à les voir de manière optimale en imagerie, mais on n'est pas forcément très bon. Ça, je vous le remontrerai après. Mais peu à peu, on avance. Comme c'est quand même un enjeu qui est pas minime, il y a de nouvelles publications. Et là, ça, c'est l'équipe d'Australie, de Leonardi et George Kondus, qui a publié cet article. Alors, eux, c'est un peu particulier. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont injecté du liquide physiologique dans l'utérus, comme une hystérosonographie, pour remplir le cul-de-sac de Douglas de liquide. Et ils se sont dit, comme ça, on va dépléter le cul-de-sac de Douglas et les petits implants d'endométriose, on va les voir, on va mieux les voir. Et c'est ce qu'ils ont fait, c'est ce qu'ils ont appelé en fait la sonopodographie. Maintenant, c'est repris dans plusieurs publications. Et en fait, le fait de mettre du liquide dans le Douglas, ça leur a permis de voir ces toutes petites formations un peu vésiculeuses, comme ça, que vous revoyez ici, ces petits implants hyper écogènes parfois, qui correspondent aux lésions d'endométriose superficielle. Toutes ces patientes, elles ont été opérées. Donc, il y a une corrélation anatomo-chirurgicale parfaite. Fort de cette publication, maintenant, on s'est mis à les rechercher et quand on a du liquide dans le Douglas, eh ben, on en trouve. C'est-à-dire que vous allez mobiliser l'utérus. Là, il y a du liquide dans le Douglas. Et l'idée, c'est d'aller mobiliser un peu le liquide. Vous voyez, hop, vous voyez le truc qui réapparaît là? Ben, tout ça, c'est des petites formations vésiculeuses, un peu linéaires, hyper écogènes. Ici, je l'ai zoomé, qu'on voit ici. Parfois, on le voit bien aussi au niveau du cortex ovarien. Et ça, ce sont des petites localisations d'endométriose superficielle. Donc, on va être amené à les voir de plus en plus. Pareil, en IRM,
eh bien, on peut avoir ces petits implants comme ça en hypersignal T1, tout petits. Là aussi, au niveau du cortex ovarien gauche, vous voyez, ça, c'est des choses qu'on n'arrive pas à voir à l'écho, c'est trop petit. Et pourtant, dans ce contexte, eh bien, c'était aussi des petits implants d'endométriose, corticaux, ovariens, tout petits. Et là aussi, l'IRM peut être pertinente pour les lésions, donc ces petites lésions d'endométriose et notamment superficielles. Alors, quand on reprend le diagnostic d'endométriome, vous voyez que l'écho et l'IRM font très bien les diagnostics et qu'on est à peu près la même chose au niveau des performances diagnostiques, sauf que l'IRM va caractériser au mieux le contenu hémorragique, notamment pour le diagnostic différentiel avec le kyste dermoïde, etc. On va passer donc à la fameuse endométriose profonde, la sous-péritonéale, celle qui est souvent sous-estimée quand on n'a pas l'habitude d'aller la voir, quand on n'a pas l'habitude de savoir à quoi ressemblent ces images. Donc l'endométriose profonde, elle est pour la plupart dans le compartiment postérieur, donc au niveau du cul-de-sac vaginal postérieur, des ligaments utérosacrés, la cloison recto-vaginale. On va regarder toute cette zone en premier, c'est 90% des lésions profondes. Mais on a aussi les lésions vésicales antérieures comme ça que l'on pourra voir sur la musculeuse. Alors, ça, c'est une technique que je vous recommande, mais vous le faites probablement peut-être dans votre quotidien. Moi, j'ai eu l'impression que ça a vraiment amélioré les performances diagnostiques. C'est de penser à, quand vous faites l'exploration, aller mettre la sonde dans le cul-de-sac vaginal postérieur. En fait, ça fait mal aux patientes, ça, hein. Il faut se méfier. C'est là où elles peuvent avoir un petit recul, bien sûr, parce qu'on va aller dans les zones où il y a de l'endométriose. Donc, il faut y aller doucement. Quand vous mettez la sonde endovaginale, vous allez becquer un peu la sonde vers l'arrière pour aller pousser le col en avant et avoir accès à ce compartiment sous-péritonéal, le cul-de-sac de Douglas et les lésions plus haut situées. Quand on regarde l'anatomie des ligaments utérosacrés, alors il y a d'abord ces petits ligaments ici, hein, qui sont les ligaments recto-vaginaux, qui sont à la même origine que les lames sacrogénitopubiennes. Et puis un peu plus haut, vous avez ces ligaments utérosacrés qui ont donc une orientation oblique, qui vont passer de part et d'autre du rectum. Et l'endométriose, elle va se mettre dans toute cette zone. Là, voilà, vous retrouvez la coupe célioscopique que vous avez quand vous commencez les célios. Et donc l'endométriose, elle va se mettre là, au niveau du torus, au niveau de la racine des ligaments utérosacrés, et plus bas située vers le cul-de-sac vaginal postérieur. Ce qui est difficile en échographie, c'est qu'un ligament utérosacré normal, on ne le voit pas forcément. En fait, pourquoi? Parce que c'est une structure hyperéchogène qui se confond avec la zone graisseuse hyperéchogène aussi. Donc en fait, on a du mal à l'individualiser, ce qui n'est pas le cas en IRM, où on arrive à individualiser des ligaments utérosacrés normaux. Là où on peut individualiser les ligaments hétérosacrés normaux à l'écho, c'est quand il y a un peu de liquide dans le péritoine qui va contourer en fait ces ligaments hétérosacrés. C'est pour ça que quand il y a du liquide dans le péritoine, moi j'adore. Parce que du coup, tout de suite, je vais me dire, tiens, je vais pouvoir voir des choses, etc. C'est extrêmement aidant pour l'imagerie d'avoir le contraste entre le liquide péritonéal et les structures sous-péritonéales. Et donc, vous voyez que quand il y a une infiltration, eh ben, on va avoir une grosse masse noire. Donc, ce qu'il faut retenir, parce que là, vous allez me dire, ouais, mais il faut avoir l'habitude, c'est hyper dur et tout ça. Ce qu'il faut retenir dans vos prochaines échos, c'est quand vous voyez du noir là où il ne doit pas y en avoir, là où normalement on a une interface hyper échogène, c'est qu'il y a quelque chose. Les lésions profondes, elles sont fibreuses, elles sont noires, elles sont rétractiles comme ça. Et c'est comme ça qu'on les individualise tout de suite quand on voit des lésions hypoéchogènes. Vous voyez que quand on regarde de plus près, les infiltrations, ça donne un aspect spiculé comme ça, un peu en étoile, parce que c'est rétractile. Ça donne vraiment une espèce de zone, un peu comme le cancer du sein hein, sur les mammographies. C'est des images stellaires qui vont tout rétracter autour comme ça. Parfois, c'est un petit épaississement qui est comme ça, mais si vous loupez cet épaississement-là, c'est pas très grave. Le plus important, c'est de voir, de reconnaître des espèces de zones infiltratives hypoéchogènes. Et donc, rappelez-vous à quoi ressemble un ligament utérosacré normal. Il est comme ça, hyperéchogène, fin comme ça.
On peut avoir des atteintes du cul-de-sac vaginal postérieur, c'est celle que vous voyez bien à l'examen clinique. Donc là encore, je pense qu'on peut redire un petit mot sur l'examen clinique qui peut vraiment quand même aider, hein. C'est ces petites formations bleutées comme ça. C'est celles qu'on voit quand on fait les frottis, quand nous on fait les hystérographies, etc. Et vous voyez que quand on a un épaississement qui plus est avec des formations hypoécogènes, là, c'est qu'il y a de l'endométriose dans le cul-de-sac vaginal postérieur. Ça leur fait c'est les localisations qui font mal aux patientes, vraiment pendant les rapports, etc. Elles ont mal là et ça les fait saigner même des fois. Et parfois, ça peut être juste un peu épaissi. Un cul-de-sac vaginal postérieur, normal, ça mesure combien d'après vous? Vous avez déjà été regarder le cul-de-sac vaginal postérieur en écho? Vous diriez comme ça? Voilà, c'est ça, 3-4 mm. Quand vous mesurez que c'est plus 4, 5, 6 mm, c'est qu'effectivement, on peut suspecter une infiltration du cul-de-sac vaginal. Alors en IRM, pardon, c'est la même sémiologie hein, qui est un peu transférée sous forme de signal, mais l'intérêt de l'IRM dans ces lésions vaginales postérieures, c'est qu'on va très bien voir les implants que vous voyez bleutés là à l'examen. Ben, nous, on les voit en hypersignal comme ça, sous forme d'implants blancs comme ça. Et donc du coup, quand j'ai un peu un doute sur en T2 comme ça, parce que la patiente, elle n'est pas très graisseuse, en fait en IRM, contrairement à l'échographie, les plans, les interfaces graisseuses nous aident pas mal. C'est-à-dire que le blanc, ici, c'est de la graisse et ça va nous faire ressortir les interfaces fibreuses, ligamentaires, etc. Et quand j'ai un doute sur l'IRM, bah, vous voyez qu'en T1, bim, on a les hypersignaux et là, on se dit c'est sûr, c'est de l'endométriose. Donc là encore, l'IRM, elle va... Ouais. Oui. Oui. La coupe sagittale. Ouais, c'est la coupe sagittale qui est la plus précise. Quand vous commencez et vous allongez votre utérus, vous regardez le col et vous regardez le cul-de-sac vaginal en arrière. C'est la coupe sagittale. Comment? Et après, pour les ligaments hétérosacrés, à ce moment-là, on va en parasagittal. Voilà, on va en parasagittal, on voit s'il y a un épaississement. Et rappelez-vous, hein, l'imagerie, c'est toujours deux plans. C'est-à-dire que si vous voyez un épaississement sur un plan, il faut tourner la sonde pour voir si vous le retrouvez dans l'autre plan. C'est hyper important parce que là aussi, on fait des faux diagnostics hein, de volume partiel, etc. Si on ne se donne pas cette exigence de regarder les images dans plusieurs plans. En IRM, vous voyez que les lésions des ligaments hétérosacrés, bah, ça va être pareil, hein, c'est en hyposignal, mais l'intérêt, c'est qu'on va voir mieux jusqu'où ça s'étend en bas. Et qu'est-ce qui passe à côté des ligaments hétérosacrés dans l'échancrure sciatique? Comme son nom l'indique. Voilà. Le nerf sciatique. Bravo. Le nerf sciatique. Et donc, du coup, quand vous interrogez vos patientes, vous allez lui dire et vous avez pas mal dans la fesse quand vous avez vos règles? Et là, elle va vous dire mais si. Ah si, j'ai mal. En fait, comme on lui a jamais posé la question, elles ne savent pas ce qui est normal, pas normal, etc. Et donc, c'est très souvent parce que ça adhère sur les nerfs sciatiques à gauche et à droite. Alors, je vous disais qu'on peut voir des ligaments hétérosacrés normaux en IRM. Bah oui, vous voyez qu'on arrive à voir l'interface entre le ligament et la graisse autour et qu'un ligament hétérosacré normal, à peu près, c'est 2-3 mm. Je vous parlais des nerfs sciatiques. Cette dame, par exemple, l'image ici, elle avait un problème, c'est qu'elle avait des sciatalgies monstrueuses pendant les règles. Donc en fait, elle était allée voir le rhumato, etc., qui avait fait un tas d'infiltrations pour voir si ça pouvait la soulager. Et ça ne la soulageait pas. Et pour cause, parce qu'en fait, elle avait cette infiltration. Et jusqu'à ce que quelqu'un lui pose la question, est-ce que c'est pas un peu cyclique ces douleurs? Et effectivement, là, elle s'est dit, mais oui, j'ai l'impression que c'est plutôt tous les mois, etc. Et effectivement, elle avait une grosse infiltration du nerf sciatique, et notamment à droite. C'est très souvent à droite que les nerfs sciatiques sont infiltrés. Vous voyez, le nerf sciatique, c'est une espèce de ruban comme ça. C'est comme une gaine avec plein de petits fils électriques à l'intérieur. C'est le nerf qui est le plus large, plus important du corps humain. Et vous voyez que parfois, en contiguïté avec le ligament hétérosacré, ben, il peut y avoir des petites infiltrations qui tirent sur le nerf sciatique et qui leur font très mal. Donc, pour l'endométriose profonde, vous voyez qu'en écho, on voit plein de choses et ça va vraiment nous permettre de faire un bon dépistage de l'endométriose profonde, voire même de bien localiser les régions. Mais c'est sûr que si vous voulez avoir un bilan optimal, il faudra aller à l'IRM parce que c'est comme si on allait ouvrir les rideaux, l'IRM. On va voir plus de sites anatomiques et être capable de voir si ça s'est étendu ailleurs.
voyez que les performances sont très bonnes, autour de 80% à l'écho, 94% à l'IRM. Donc, retenons quand même que l'échographie seule peut faire le diagnostic d'endométriose profonde et très bien le faire, mais pour un bilan exhaustif, il faudra compléter par une IRM. Ça dépendra de la prise en charge que vous avez. Et là aussi, ça dépendra, j'ai envie de dire, de l'écosystème médical que vous avez autour de vous. Parce que une IRM, ben, c'est un peu comme une échographie, il faut que ce soit fait par des gens qui connaissent l'endométriose. Sinon, ben, ils ne vont pas vous faire le diagnostic ou ils vont vous le faire en excès. Maintenant, on arrive à des diagnostics complètement excessifs d'endométriose. Là encore, c'est un autre élément dont on pourra discuter. Donc, l'infiltration digestive, ça, c'est très important parce que ça va vous faire prendre en charge vos patients différemment. Il y a tout un tas d'implications autour de ces localisations digestives, outre le fait qu'on la patiente comprend enfin pourquoi elle a ces alternances diarrhée-constipation, hein, c'est très souvent ça. Soit ça sidère le côlon, soit ça irrite la paroi. Et donc, les localisations, elles sont comme ça. C'est des formations hypoécogènes, souvent un peu oblongues, à angle de raccordement progressif avec la paroi. Parfois, ça a un aspect très hérissé, comme ça. Et puis, parfois, c'est très, très lisse. Mais il faut savoir à quoi ça ressemble. Encore une fois, là, à chaque fois, je dis ça, mais c'est vrai, quand je regarde des échographies qui ont été faites avant qu'on les voit, ces patientes, parfois, je le vois, le nodule digestif. Il est même parfois zoomé, en fait, parce que l'échographiste a bien vu qu'il y avait un truc qui n'était pas normal. Est-ce que c'est un bout d'ovaire, un bout de côlon? Il ne sait pas trop, mais il a très bien vu la lésion. Ce que je veux dire, c'est qu'elle n'est pas dure à voir, la lésion. Il faut juste savoir à quoi ça correspond et lui donner un nom. Donc pour ça, je vous engage et on voit très bien les parois digestives, hein. En fait, la paroi digestive normale, elle est comme ça, elle est assez fine, elle fait 2-3 mm, vous voyez. Ce qu'on voit surtout en noir, en fait, c'est la musculeuse. Vous savez que la paroi digestive, elle est faite de plusieurs couches, que sont la musculeuse, la sous-muqueuse et la muqueuse. Et que ce que l'on voit le plus, c'est la musculeuse. Ce qui tombe bien parce que ce qui est infiltré par l'endométriose, c'est la musculeuse. Voilà, et ça donne cet aspect noir comme ça. Alors, quand on a compris que le processus venait de l'extérieur et allait d'abord infiltrer la musculeuse et s'étendait rarement jusqu'à la muqueuse et la sous-muqueuse, on comprend pourquoi les patientes, elles ont souvent des coloscopies normales. Elles vous disent souvent, elles ont, hein, j'ai fait une fibroscopie, une coloscopie. Pour ça, c'est qu'elles sont un peu épuisées, les patientes. Elles ont fait plein de trucs, on leur a dit, bah non, tout est normal, etc. Mais pourquoi? Parce que quand vous passez l'endoscope, vous voyez que la muqueuse. Il faut que la lésion, elle ait été importante et qu'elle fasse un effet de masse sur cette muqueuse pour que le gastro-entérologue, il se dise, tiens, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais si c'est une petite lésion qui est restée sur la musculeuse, il ne va pas la voir. C'est pour ça qu'on fait quoi comme examen? Pour revoir à la fois la muqueuse et la paroi, l'écho-endoscopie rectale. Voilà. C'est-à-dire que c'est un endoscope qui est couplé à une sonde échographique qui va aller regarder toute la paroi. Parfois, les lésions digestives, elles ne sont pas évidentes. Hein, et ça, je vous ai donné un exemple ici. Cette patiente, elle vient, vous voyez qu'elle saigne, hein, elle a des petits caillots à l'intérieur. Et elle vous dit très bien, cette patiente, bon, moi, c'est simple. Quand j'ai mes règles, j'ai de la diarrhée et j'ai mal à gauche. Elle vous montre. Bon, ça, c'est pas toujours facile d'avoir ça. Mais quand on fait un examen optimal, enfin, qu'on essaie d'optimiser, qu'on met la sonde dans le cul-de-sac vaginal postérieur pour essayer de remonter, eh ben, vous voyez, je vais vous le repasser que, alors c'est pas évident quand on n'a pas l'habitude, mais vous voyez que je vois l'utérus, je vois la cavité, je vois le col, je vois le cul-de-sac vaginal postérieur. Je vais aller pousser le cul-de-sac vaginal postérieur en avant et vous voyez que là commence à apparaître un petit épaississement de la paroi digestive. Et quand on continue, voilà, je ne sais pas si vous avez eu le temps de voir, on voit en fait qu'il y a un épaississement oblong, semi-circulaire, voyez? Ici, cette dame, en fait, elle avait un nodule qui était sigmoïdien, strictement sigmoïdien. C'est ces localisations qu'on voit là-haut, là, ici, qui sont liées au brassage des cellules de l'endométriose dans le péritoine, qui vont aller s'arrêter juste au niveau du mésosigmoïde et rentrer dans le sigmoïde. Et vous voyez que quand on voit un peu plus loin, quand on va continuer l'exploration, en fait, cette patiente, juste à côté de la lésion sigmoïdienne, elle avait son ovaire.
Et donc là encore, c'est pour ça aussi qu'elle vous dit qu'elle a mal à gauche, c'est au contact de l'annexe, et que là encore, quand c'est des dames qui ont des hydrosalpinx dans cette région, la chirurgie est difficile parce qu'en plus, il y a le risque de plaie digestive. Enfin, je crois que les chirurgiens me le confirmeront. Voilà. Donc ça, c'est important d'avoir en tête à quoi ressemblent ces lésions digestives. C'est des lésions vraiment hypoécogènes. Donc l'IRM, elle va nous permettre de voir les lésions digestives. Ici, un gros nodule qui est noir, comme ça, oblong aussi. Et elle va nous permettre surtout de le localiser par rapport au cap anal. Et notamment pour des chirurgies, on arrive à être un peu plus précis. Bon, là, ça ne ressort pas très bien, mais cette dame aussi, elle avait une localisation sigmoïdienne un peu plus haute. C'est très souvent au contact de l'annexe gauche, très souvent au contact de l'ovaire, de la trompe. Le sigmoïde est impacté à ce niveau-là et c'est tout collé et ça leur fait mal. Voilà. Ici, le nodule qu'on avait vu à l'échographie hypoécogène, on le retrouve ici. Vous voyez qu'il y a des petits implants blancs qui signent les implants hémorragiques. C'était les implants d'endométriose de la lésion sigmoïdienne. Voilà ce que c'est un recto-endoscope. Vous voyez, c'est un endoscope qui est couplé à une sonde d'écho qui va aller voir la paroi digestive. C'est très important parce que encore maintenant, on nous demande un bilan pour endométriose avec échographie, IRM et coloscopie. Mais en fait, non, ça ne sert à rien. Alors après, c'est difficile d'aller expliquer à la patiente que non, ça ne sert à rien, on ne les verra pas, il faut tout lui expliquer la physiologie de l'endométriose, etc. Et en fait, souvent, elles font quand même la coloscopie en plus. On peut avoir aussi des localisations sécogréliques, vous savez, à côté de l'appendice. Il y a plein de dames qui rentrent dans le diagnostic d'endométriose parce qu'on leur a trouvé des localisations appendiculaires d'endométriose. C'est un peu la même région, c'est cette région-là, et c'est des nodules. Vous voyez que ça a toujours la même forme, un peu oblong comme ça, un peu semi-lunaire. Et ici, c'était une localisation sécogrélique. Et là encore, les patientes, elles vont vous dire, j'ai l'impression à chaque fois d'avoir l'appendicite. Et par exemple, il y a des patientes, elles vont avoir un gros kyste à gauche et elles vont vous dire, moi, j'ai jamais mal à gauche, j'ai mal à droite. Alors, il n'y a pas une corrélation exacte, bien sûr, entre les lésions d'endométriose et la douleur, mais quand elles vous disent, elles insistent et elles disent, mais moi, j'ai vraiment mal à droite, très souvent, c'est des localisations qui peuvent être sécogréliques ou appendiculaires et qui leur font mal. Mais sauf qu'à l'écho, on n'a pas l'habitude, on ne les voit pas, il n'y a pas de kyste, non, bref. Il faut se poser la question, en tout cas. Donc pareil, dans la méta-analyse, on voit que pour les lésions digestives, l'échographie est très performante parce qu'elle voit bien ces lésions hypoécogènes, mais que pour faire un bilan complet, l'IRM, pour le coup, sera mieux. Alors, on parlait des lésions d'endométriose antérieures, et c'est pour ça que je vous invite à commencer vos examens par la voie suspubienne. Avec la vessie, ce n'est pas forcément important qu'elle ait la vessie très pleine. Mais vous voyez que quand on commence par voie suspubienne, il y a quelque chose d'emblée qui gêne un peu. On voit que ici la vessie est là, l'utérus est là, puis là on a comme une espèce de, vous êtes d'accord? Comme une espèce de masse. Bon, c'est peut-être des fibromes qui dépassent, etc. Mais en tout cas, ça vous aura interpellé. Parce que si vous passez d'emblée par voie endovaginale, vous n'allez pas forcément aller regarder la vessie. Cette patiente, elle avait eu 4 échos avant de venir. Avant de venir, elle avait 4 échos et quand je commence l'examen, je vois ça. Après, par voie endovaginale, vous allez me dire, c'est évident qu'il y a quelque chose. Mais si on ne l'a pas repéré ou si on ne s'est pas dit, attention, je vais aller voir la vessie, on ne la voit pas. Et le pire, c'est que la patiente, je lui dis, mais vous êtes gênée pour faire pipi? Elle me dit non. Je lui dis, ça vous arrive pas pendant les règles, ça vous brûle pas un peu? Elle dit, si, ça me brûle un peu. Bon. Je lui dis, ça vous arrive parfois d'avoir l'impression qu'il faut pousser pour finir de faire pipi? Elle dit, ouais, ouais. Donc en fait, elle répond oui aux questions de l'interrogatoire d'une lésion vésicale. Sauf que la patiente, elle, on est tous dans le même cas, on ne va pas dire à nos copines alors, et toi ça te brûle, toi est-ce que ça tu pousses pour finir de faire pipi? Elles connaissent pas la normalité et la normalité. Ce que je veux dire, c'est que si vous n'êtes pas au courant des lésions, à quoi elles ressemblent et un peu à quoi elles peuvent correspondre, les patientes, elles vont pas forcément vous informer là-dessus. Et alors que vous voyez que quand on l'a repérée, cette lésion, elle est facile à mettre en évidence. C'est une formation hypoécogène oblongue. Là encore, c'est des lésions qui sont extrinsèques, qui vont d'abord infiltrer la musculeuse de la vessie et qui ne vont pas forcément aller infiltrer la muqueuse. Là encore, des patientes qui parfois sont très symptomatiques sur le plan vésical, elles consultent pour ça.
elles vont voir l'urologue. La vessie, on va voir l'urologue. Il fait une cystoscopie. Si la lésion, c'est comme la coloscopie, si la lésion n'a pas été infiltrée la muqueuse, la sous-muqueuse, la cystoscopie, elle va revenir normale. Donc c'est ça qui est encore une fois un peu compliqué parce que les cystoscopies, c'est pas agréable, hein. Donc il faut quand même se faire cet examen, etc. Et on leur a dit, ben non, c'est normal. Ben, c'est le mécanisme de l'endométriose qui est extrinsèque. Vous voyez que parfois, c'est des toutes petites lésions, hein, minuscules qui sont dans le cul-de-sac vésico-utérin. Cette fois, elles n'ont pas infiltré la musculeuse de la vessie, elles sont là et parfois elles suffisent à les gêner beaucoup parce que ça peut irriter la paroi vésicale. Alors en IRM, ben, on voit ce que je vous disais, la même chose, hein, ce nodule oblong comme ça. L'intérêt, c'est aussi qu'on va pouvoir faire la distance par rapport au trigone vésical, par rapport au méa urétéro, parce que parfois le nodule est tellement gros et inflammatoire qu'il va aller boucher les deux méa urétéro. Et ça devient très problématique, même si c'est rarissime. Ça devient très problématique parce qu'il y a un vrai danger, bien sûr, pour la patiente d'abîmer ses deux reins. Les urétérohydronéphroses dans l'endométriose, elles sont souvent unilatérales, comme ici vous voyez, et ça l'uro-IRM nous permet de bien faire le diagnostic. Vous voyez qu'ici, très souvent, c'est lié à une sténose périurétérale, souvent au contact du péritoine qui entoure l'ovaire, au niveau des paramètres, etc. C'est un nodule qui va aller engainer l'urtère et qui va donner une sténose avec une dilatation. Ça aussi, c'est des localisations qui sont un peu comment dirais-je, subtiles, dans la mesure où si vous n'allez pas les chercher, là encore, la patiente, elle ne va pas vous dire qu'elle a mal dans le dos. Parce que c'est une compression progressive, c'est pas du tout comme une colique néphrétique. La colique néphrétique, hyper mal, on fait le diagnostic quasiment quand on va chercher la patiente en salle d'attente, elle est grise, elle a extrêmement mal, on fait l'écho, on voit un rein dilaté, voilà, ça c'est une sténose, une obstruction aiguë, le rein est sous tension, ça fait mal. Mais une sténose progressive qui s'est faite sur plusieurs mois, sur plusieurs années, en plus dans un contexte de douleur diffuse, elles ne vont pas avoir mal, les patientes particulièrement. Quand vous leur posez la question, elle va dire ah oui, oui, j'ai un peu mal, ouais, un peu plus, ouais, dans le dos à gauche. Et voilà, et elle a dilaté son rein. Et si vous n'avez pas été regarder ses localisations, eh ben, elle va finir par atrophier, abîmer son rein et perdre son rein. C'est pas rare qu'il y ait des néphrectomies, hein, dans le cas d'endométriose qui ont traîné avec des sténoses qui sont passées inaperçues. Donc pour les localisations vésicales, la littérature qui date un peu, en fait, a beaucoup sous-estimé ces localisations parce qu'on n'allait pas les chercher systématiquement. Sinon, elles ne sont pas très difficiles à voir, ces localisations. Il faut juste avoir dans votre check-up, dans votre checklist, pardon, le 7 items d'aller regarder les localisations vésicales. Donc les performances, je pense qu'elles sont un peu biaisées par le fait qu'avant, on n'allait pas regarder bien régulièrement. Donc on arrive au bout du compte-rendu, hein, globalement. Après vont arriver les localisations pariétales. Celles qu'on peut avoir au niveau de l'ombilic. C'est la patiente qui va vous dire je saignote un petit peu au niveau du nombril de temps en temps. Souvent ça lui fait mal, hein. C'est la patiente qui va vous dire dans l'aine, j'ai une espèce de boule qui pousse régulièrement, qui me fait mal. Et à l'échographie, l'aspect est pas très spécifique. C'est souvent des plages comme ça, hypoéchogènes, avec des contours irréguliers comme ça. Parfois, ça peut faire un peu peur, hein, sur un processus infiltrant tumoral. Là, l'IRM va être utile parce que très souvent, il y a des petites localisations hémorragiques dans la lésion fibreuse. Et ça va nous permettre de faire le diagnostic sûr d'endométriose. Là, c'est une localisation inguinale à droite chez une patiente qui n'a jamais été opérée. À votre avis, pourquoi elle a une localisation là? Comment? Elle a jamais été opérée. Elle vient, cette patiente, elle est venue avec sa petite voiture. Elle a dit, moi j'en ai marre, j'ai une boule qui me pousse tous les mois. On m'a dit que j'ai été opérée d'une hernie, on n'a rien vu. Et ça me fait mal, je ne peux plus mettre de pantalon. Voilà. Ça, c'est cette patiente. Elle a eu 3 enfants, pas de césarienne, pas de chirurgie ni rien. Et pourtant, on peut affirmer que c'est une localisation d'endométriose assez typique. Quelqu'un a une idée ou pas? En fait, dans les creux inguinaux, hein, dans les canaux inguinaux, passent les ligaments. Bon, voilà. Et donc, en fait, il y a probablement une migration des localisations d'endométriose le long de ces ligaments ronds.
et qui vont stagner ici. Et là, c'est plein de petits nerfs et souvent, ça leur fait très mal. Ici, c'est une autre localisation qu'on a vue en IRM qui était typiquement sur la cicatrice de césarienne, hein. Pareil, patiente qui n'a aucune histoire de règles douloureuses ni quoi que ce soit. Ça n'exclut pas le diagnostic d'endométriose. Ça aussi, c'est important parce qu'il y a plein de gynécos qui disent à leurs patientes, bon non, ça peut pas être de l'endométriose, c'est pas du tout le profil. Voilà. Bon, alors il faut oublier les grands profils d'endométriose où on disait, alors oui, il y a des choses qui se retrouvent, mais le fait d'avoir une localisation là sur la cicatrice de césarienne n'est pas exclu du tout quand une patiente a eu 3 enfants et qu'elle n'a pas de règles douloureuses. Donc, pour conclure, on est bien là, non? Ouais. Pour conclure, vous aurez compris que l'échographie et l'IRM sont 2 éléments complémentaires. L'échographie, et c'est vraiment l'objectif de ce cours, mais on pourra en discuter, c'est d'améliorer votre performance quand vous faites l'échographie. Alors, ce n'est pas forcément de faire un diagnostic extrêmement performant d'endométriose, mais c'est d'être un peu alerté par les petits signes, les adhérences de l'ovaire au corps utérin, le fait qu'on ait une distorsion entre la version, la flexion, etc. Tout ça, ça doit vous aider. Et donc, du coup, à envoyer un échographiste référent et plus ou moins complété par l'IRM. Juste avant de finir, rappelons-nous aussi, je ne l'ai pas montré, je pensais que je l'avais, mais bon, je vous ai montré dans le flux des cellules péritonéales que ça va jusqu'à le cul-de-sac interhépatodiaphragmatique. Voilà. Et ça peut se mettre effectivement sur les coupoles diaphragmatiques. Et les patientes, elles ont, comme douleur, quand elles ont ça, des douleurs dans l'épaule droite. Elles vont vous le dire, hein, voilà. Ça leur fait pareil un mal de chien. Elles vont vous dire, j'ai une espèce de truc qui me lance et elles ne savent pas exactement ce que c'est parce que c'est des douleurs neurogènes. La particularité des lésions d'endométriose, c'est qu'elles touchent les petits nerfs et qu'elles donnent. Moi, à chaque fois, je donne comme exemple à mes patientes la carie, mais parce que je n'ai pas trouvé un meilleur exemple. C'est comme une carie, quoi. Quand on appuie dessus, ça vous fait un mal de chien. C'est une espèce comme si vous mettiez les doigts dans la prise. C'est vraiment une espèce de quelque chose de transfixiant. Et ben, notamment dans les localisations interhépatodiaphragmatiques, ça leur fait mal comme ça, de manière très intense. Donc là encore, quand elles vous disent ça, eh ben, il faut se poser la question d'une localisation diaphragmatique. Et pour ça, l'échographie ne suffit pas, bien sûr, il faut faire l'IRM diaphragmatique. Et on voit bien les petites localisations d'endométriose. Voilà, ben, je crois que je vous ai tout dit. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, il y a des questions ici. Les échographies référents n'ont pas besoin d'injection de produits de contraste intravaginal et endorectal? Non. Après, Alors non, il y en a qui le font. Il y en a qui le font, mais beaucoup d'échographistes référents ne font pas ni de préparation, ni quoi que ce soit. Alors, il y a par exemple, à l'hôpital Tenon, ils demandent un microlax avant l'échographie pour bien vider l'ampoule rectale. Ça peut se faire. Nous, on ne le fait pas particulièrement, mais ça peut se discuter. après, il y a une question sur la sensibilité de l'échographie selon les moments du cycle. Est-ce que quand c'est pendant les règles ou en dehors de la période des règles, on voit mieux? Ou est-ce qu'il y a une période particulière? Non, en fait, à partir du moment où il y a des lésions d'endométriose, on les voit que ce soit pendant les règles ou pas pendant les règles. Très souvent, quand c'est des bilans de fertilité, ben, c'est pendant les règles. Ce n'est pas la période idéale parce qu'elles ont mal, les patientes. Donc, ce n'est pas forcément évident de faire... voilà. Mais sinon, il n'y a pas de moment privilégié. Est-ce qu'on a des données sur l'évolution des spots hyperéchogènes péri-ovariens? Est-ce que ça évolue vers des endométriomes ou pas? Non, on n'a pas de données. C'est une vraie question. Hein. Et une dernière question, mais bon, est-ce que devant des dyspareunies positionnelles, on va rechercher s'il y a de l'endométriose? Oui. Et qu'est-ce que tu vas regarder préférentiellement? Eh ben, effectivement, les dyspareunies balistiques, là, on va regarder des localisations sur les ligaments hétérosacrés, sur le cul-de-sac vaginal postérieur, le torus, etc. C'est surtout ça qu'on regarde. Il n'y a pas. Je pense que j'ai répondu à toutes les questions. Quid des lavements barités? Je ne sais pas ce que c'est. Ah, les lavements barités, alors ça se faisait... non, on le fait vraiment plus, ça se faisait il y a des années. Et là encore, c'est un peu comme la coloscopie, c'est-à-dire qu'on va avoir une lésion digestive sous forme en fait d'une image de soustraction,
C'est-à-dire qu'il faut que le nodule ait appuyé sur la muqueuse pour que le lavement baryté fasse une image de soustraction, mais on ne le fait plus du tout. J'ai une question. Est-ce que en cas de suspicion des lésions au niveau des rectums ou bien au niveau de ligaments hétérosacrés par la voie endovaginale, est-ce qu'on peut utiliser, en l'absence d'écho-endoscopie, est-ce qu'on peut utiliser la sonde endovaginale en endorectal? Ah, ouais. C'est tout à fait. possible, ça Ouais. va apporter plus de renseignements. Exactement. Je n'ai pas montré ça, mais effectivement, c'est ce que parfois je fais. Hein. Alors nous, on a la chance d'avoir un parc IRM quand même assez abordable, donc on leur fait des IRM, mais les patientes qui n'ont jamais eu de rapport, par exemple, Pour les alors vierges. pas les ados, hein, pas les jeunes filles, hein, mais les femmes plus âgées qui n'ont jamais eu de rapport, de passer par voie endorectale, ça peut vraiment vous faire avancer. On voit les mêmes images, mais de l'autre côté. On peut le faire même pour les vierges en cas de suspicion de... Ouais. Il faut bien expliquer à la patiente. Bien sûr. Mais oui, tout à fait. Est-ce qu'on fait encore des coloscanners dans le bilan de lésions digestives? Alors, c'est toujours pareil, là aussi, ça peut se faire. Hein. Il y a des chirurgiens digestifs qui veulent avoir des coloscannes, effectivement, pour essayer de localiser les lésions digestives de manière un peu plus, comment dirais-je, géographique. Mais là encore, quand c'est des petites lésions digestives, on ne les voit pas bien au scanner. Donc, c'est pas l'idéal. Il y a une autre question, Anne-Élodie, sur l'écho. Est-ce que la sensibilité de l'écho a un lien avec le moment du cycle? Ah bon? Ah, pardon, désolé. Je peux répondre. Hein. J'ai une absence. Non, ça va, excusez-moi. Est-ce qu'il y a une place de l'hystérosalpingographie dans le diagnostic de l'adénomyose? Ah, bon, en fait, là encore, c'est toujours pareil. Je pense que c'est en fonction des possibilités. Actuellement, bien sûr, chez nous, non. On fait l'hystérographie n'a plus de place que pour la perméabilité des trompes, mais là encore, ça dépend là où vous êtes, ça peut se faire. Mais pour voir les lésions d'adénomiose sur une hystérographie, il faut déjà qu'elles soient un peu importantes en plus. Il faut qu'on ait déjà vraiment des petites cryptes autour, donc c'est pas un bon examen. C'est surtout pour les trompes l'hystérographie, mais avant, les gens qui faisaient l'hystérographie, vous faisiez des diagnostics extrêmement précis de plein de choses. Mais maintenant, on n'utilise pas ça, c'est irradiant, ça fait mal quand même, les hystérographies, donc on n'utilise que pour la perméabilité des trompes. Bon. Merci. Merci à vous. Merci.